14h sur BFM TV. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'actualité. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, la ville d'Atami au Japon dévastée par des torrents de boue provoqués par des pluies torrentielles et des glissements de terrain. Les dégâts sont considérables. Il y a au moins 2 morts et une vingtaine de disparus. Nous serons sur place dans un instant. Cette question, nos vacances seront-elles gâchées par la présence du variant Delta? La situation est en tout cas particulièrement compliquée dans le département des Landes avec un taux d'incidence près de 3 fois supérieur à celui du niveau national. Le Rassemblement national réuni en congrès à Perpignan ce week-end avec comme objectif de remobiliser les troupes une semaine après l'échec des régionales et départementales. Une réunion qui promet cependant d'être mouvementée. Nous serons sur place dans un instant avec Benjamin Duhamel et on en parle en plateau avec Philippe Corbet. Et puis au programme aussi ce défi fou d'Arthur Germain. Il a 20 ans et son défi se poursuit. Son parcours de la Seine à la nage sur plus de 780 km passe en région parisienne aujourd'hui. Nous le suivrons dans cette étape entre Alfortville et le 4e arrondissement de Paris où l'accueillera sa mère, Anne Hidalgo. Les images sont très impressionnantes au Japon, dans la ville côtière d'Atami. Des torrents de boue ont tout emporté sur leur passage. Des glissements de terrain provoqués, vous le voyez, par des pluies diluviennes. Bilan encore trop provisoire et qui risque de s'alourdir. 2 personnes décédées et une vingtaine de disparus. David Dunal. C'est un puissant torrent de boue qui déferle sur la ville d'Atami. Les pompiers tentent de se mettre à l'abri alors que l'eau emporte des débris, des voitures et même des maisons. Tout est projeté par cette coulée dévastatrice. Cette voiture blanche est dans un premier temps poussée par des débris. Elle parvient à s'enfuir juste avant l'arrivée d'une nouvelle vague. Quelques secondes plus tard, cette maison est détruite par la force des eaux. Des coulées qui font suite à d'importantes précipitations. Il est tombé plus d'1 mois de pluie en seulement 48 heures selon les médias locaux. L'information fait bien sûr la une de la télévision publique japonaise qui montre sur cette carte en orange les zones dévastées par les glissements de terrain. Certaines villes restent difficilement accessibles. Ce pont par exemple a cédé sous la force du courant. Les opérations de secours sont en place dans plusieurs communes. Les pompiers progressent parfois en bateau car certaines villes sont toujours inondées. Mais dans plusieurs zones, les secours peinent à progresser. La chaussée est recouverte d'une épaisse couche de boue. Les dégâts sont impressionnants. Certains bâtiments sont éventrés. En montagne, des routes sont coupées par des torrents. Alors c'est un travail très compliqué pour les équipes de secours, puisque vous avez un premier travail de reconnaissance, d'essayer de trouver des personnes qui seraient en surface ou moyennement enlisées. Et puis vous avez un travail un peu plus long avec des reconnaissances à l'aide de caméras, à l'aide de sonars. Dans cette ville au sud de Tokyo, c'est toute une partie du terrain qui s'est effondrée sur la route en contrebas. Le Japon est actuellement en pleine saison des pluies, mais ce sont des zones urbanisées qui sont touchées. On construit de plus en plus, y compris sur les flancs de collines qui sont très nombreux dans cette zone-là, où traditionnellement on sait au Japon que ça peut très facilement, lorsqu'il y a de très fortes pluies, provoquer des glissements de terrain. Selon les scientifiques, le phénomène est amplifié par le réchauffement climatique. Et les pluies sont déjà plus intenses qu'il y a 20, 30, 40 ans. Les derniers rapports du GIEC en font tout à fait état. Et donc ça risque de s'intensifier, de devenir un problème. Plus de 2800 foyers de la région restent privés d'électricité. Plusieurs lignes de train sont suspendues.
Robert Votard, bonjour. Vous êtes climatologue, chercheur au CNRS, également directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences du climat et spécialiste de tous ces phénomènes climatiques extrêmes. Alors on sait c'est la période de la saison des pluies actuellement au Japon, mais de telles pluies torrentielles avec cette importance, est-ce que c'est habituel ou est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Alors effectivement, on parle de plusieurs centaines de millimètres en quelques jours. Ce sont des cumuls tout à fait impressionnants. Bon, c'est la saison des pluies, comme vous l'avez dit, donc on s'attend à des pluies abondantes, mais là, on est vraiment dans des valeurs qui sont très très fortes. Et on sait que avec l'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, lorsque les pluies se produisent et sont très fortes, elles ont une intensité qui augmente du fait donc des températures plus élevées et de la vapeur d'eau plus élevée. On voit ces images donc très impressionnantes, ces glissements de terrain à cause de ces fortes pluies au Japon. Il y a aussi ces chaleurs et ces incendies au Canada ou en Californie. Est-ce que ces phénomènes sont plus violents ou plus fréquents qu'avant ? Alors, concernant les vagues de chaleur, on constate partout, quasiment dans le monde, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur. Mais ce qu'il faut dire sur l'événement qui vient de se produire au Canada, c'est qu'on sort complètement des statistiques. Donc là, on n'arrive même plus à expliquer le phénomène par des lois statistiques habituelles. Donc la science reste humble face à ces phénomènes nouveaux. Ou en tout cas face à des extrêmes extrêmement importants et au-delà des écarts habituels. Et je pense que c'est une alerte pour tout le monde que ces températures qui arrivent à 50 degrés nord, finalement à nos latitudes, peuvent aussi se produire éventuellement en Europe ou ailleurs. Voilà donc une alerte qui nous est donnée. Alors vous le disiez, c'est un phénomène encore extrême et auquel on ne s'attendait pas. Mais pour le coup, est-ce qu'il va falloir commencer à s'habituer à ces phénomènes extrêmes et peut-être de plus en plus fréquents ? On le rappelle, le GIEC, il n'y a pas longtemps, a sorti un rapport disant que d'ici 2050, la vie ne serait plus pareille. Mais est-ce que ça commence dès maintenant ? Oui, ça commence dès maintenant. Ça a déjà commencé. Ça fait déjà, par exemple, 5 ans... Qu'en Europe de l'Ouest, on a des vagues de chaleur extrêmes et que, bon, il semble qu'on en ait maintenant à peu près tous les ans. Donc c'est non seulement, il va falloir s'y habituer, mais surtout se préparer à des phénomènes beaucoup plus intenses. Donc le jour où la crise arrive, il faut être prêt et pouvoir y répondre efficacement. Des températures aussi élevées qu'on a... Et juste pour revenir sur le Japon, Robert Votard, les fortes pluies, les glissements de terrain comme ceux-là, est-ce que ça peut arriver ça en France ? C'est déjà arrivé. C'est arrivé l'année dernière dans les Alpes-Maritimes. Donc on a vu des catastrophes absolument désastreuses avec des cumuls de pluie de l'ordre de plusieurs centaines de millimètres même en quelques heures. Donc on voit déjà ces phénomènes-là régulièrement maintenant, peut-être pas tous les ans, mais quasiment. Merci beaucoup Robert Votard d'avoir apporté ces précisions. Je rappelle, vous êtes climatologue, chercheur au CNRS, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences du climat et spécialiste des phénomènes climatiques extrêmes. Une autre image très impressionnante également à vous montrer, un spectaculaire œil de feu qui embrase cette fois-ci le golfe du Mexique. Ça se passe du côté de l'ouest de la péninsule du Yucatan. Une fuite de gaz d'un pipeline sous-marin qui situé à proximité d'une plateforme pétrolière et qui a déclenché cet incendie. Les secours ont mis 5 heures pour éteindre ce brasier. Aucun blessé, heureusement, n'a été signalé selon la compagnie pétrolière qui détient cette plateforme. L'actualité de ce samedi, c'est aussi ce premier week-end de départ en vacances sous la menace du variant Delta. Il y a une menace de reprise de l'épidémie dès cet été. Alerte Olivier Véran. La situation qui est observée de près, notamment dans les Landes, où la situation semble s'être stabilisée. Oui, un point tout d'abord sur les chiffres. Dans les Landes, vous le voyez, le taux d'incidence est à 50 contre 18,5 au niveau national. Et le taux de positivité, lui, est de 1,8 dans les Landes contre 0,8 sur l'ensemble du pays. L'ombre de ce variant indien plane forcément sur la saison touristique. Avec nous en direct, Fabienne Cauchois. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du camping Les Préverts à Gast dans les Landes. Ce variant Delta a-t-il des conséquences sur cette
saison charnière évidemment pour vous et sur votre planning de réservation. Alors pour l'instant, tout se passe bien, les clients sont confiants. Quelques clients nous ont appelés pour savoir quelles seraient les conditions d'annulation au cas où on irait vers un confinement. Mais pour le moment, on est rassurant, on les rassure. La saison va se dérouler pour le moment comme tout est prévu. Alors pour les rassurer, il y a aussi les mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous allez faire respecter dans votre camping pour les vacanciers ? Alors bien sûr, il y a le port du masque au niveau des lieux communs. Après, on est encore comme sur toute la France, sans port de masque dans les parties extérieures, que ce soit dans le camping ou dans le village. Ils n'ont pas besoin de porter le masque. On leur demande le masque au niveau de l'accueil pour venir demander leur renseignement. Ou nous, personnel, quand on va vers eux dans les hébergements, on porte le masque. En revanche, je crois qu'il y a des restrictions de jauge dans votre restaurant et également pour la piscine. Alors au niveau du restaurant, effectivement, les conditions de jauge sont maintenues dans les Landes. Cependant, on travaille sur 50%. On a à peu près 40 places en intérieur. On a 40 et 60 places intérieur-extérieur. On est passé à moitié, mais ça nous permet quand même de recevoir toute notre clientèle. On a mis en place également des horaires d'arrivée au niveau du restaurant en faisant plusieurs services. Et au niveau du camping, la jauge elle est maintenue essentiellement au niveau de la piscine pour qu'on puisse faire plaisir à tout le monde. En début de saison, ça passe encore. On n'a pas d'afflux de clientèle trop puisque c'est juste le début, mais on gère. Alors on l'a vu, le variant Delta est particulièrement présent dans votre département des Landes. Est-ce qu'il vous inquiète dans votre camping, dans votre établissement ? Le maître mot, c'est de rester vigilant. Nous, on a tout mis en place. On est vaccinés, on respecte les règles de distanciation. On a mis une jauge également au niveau de l'accueil. On surveille de près les informations qui nous sont données quotidiennement. On suit l'actualité. On a aussi de flash info via notre fédération. Donc, on est confiant et dans la mesure où chacun est raisonnable et respecte les consignes, je pense qu'on peut arriver à vivre ses vacances au grand air dans les Landes et profiter de nos belles plages et de nos lacs et de notre forêt dans les Landes. Merci beaucoup Fabienne Cochot d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV aux côtés de Vitol Stanic. On ferait bien un petit plongeon dans la piscine qui est derrière vous, c'est assez tentant. La majorité des Français vont privilégier des vacances en France plutôt qu'à l'étranger cet été avec une forte affluence pour ce premier week-end de départ, notamment dans les gares. Gare de Lyon, ces vacanciers partent entre besoin de décompresser et inquiétude du variant. Je crains quand même parce qu'il commence à prendre un peu plus de place et c'est vrai qu'avec les vacances, l'insouciance, il peut encore se développer malheureusement. Ouais. Suivant la population, le monde, est-ce que tout le monde va être protégé? Là, tout le monde est lâché dans la nature, mais est-ce que c'est bien? Pas sûr. Ça fait tellement longtemps, là, ça fait plus d'1 an, donc on a besoin aussi de s'évader. Et voilà. Enfin, moi, je me protégerai, je prendrai mon masque, mais c'est pas dit que je l'aurai pas. Cette déclaration à présent d'Olivier Véran, il faut poursuivre et amplifier cette campagne de vaccination. Un point justement sur les derniers chiffres dus au 1er juillet. Plus de 34 millions de personnes ont reçu une première dose en France et plus de 23 millions sont complètement vaccinés. Vous le voyez, à peu près un tiers de la population française. Et pour le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de doute sur un lien entre la vaccination et la contamination au variant Delta. Et il le dit très franchement, écoutez. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Il y aura 3 catégories. Les gens non vaccinés qui seront contaminés par le variant Delta, même s'ils ont déjà été malades avec une précédente souche du virus. Et ces gens-là, ils vont avoir ce qu'on appelle, vous savez, le fameux R0, ils vont transmettre le virus en moyenne à 6 personnes. Soit on est vacciné, et là, quand on est vacciné, soit on n'attrape pas le virus, soit quand on attrape le virus, on peut attraper le variant Delta quand on est vacciné, mais dans ce cas-là, on contaminera moins d'1 personne en moyenne. Donc c'est pour ça que le vaccin stoppe l'épidémie. L'actualité politique à présent, le Rassemblement national rassemblé en congrès ce week-end à Perpignan, une semaine après le revers des régionales et des départementales. Benjamin Duhamel, vous suivez ce congrès pour BFM TV. Ambiance pesante et morose autour de Marine Le Pen aujourd'hui ?
Écoutez, ce n'est pas franchement l'ambiance des grands soirs ici à Perpignan pour un congrès que les cadres du RN imaginaient comme une rampe de lancement en vue de 2022, mais qui, selon certains, devrait plutôt ressembler en coulisses à une sorte de grande thérapie collective pour tirer les leçons de l'échec des régionales, car des doutes émergent sur la stratégie de Marine Le Pen. Sur le fond, d'abord, le discours moins radical a-t-il échoué à capter la colère des électeurs préférant se réfugier dans l'abstention? Et puis, on entend mezza voce chez certains cadres du RN des interrogations plus profondes. Cet élu régional qui me confiait un peu dépité. Les gens ne croient tout simplement plus en notre victoire. Bref, la crainte du syndrome Poulidor éternel deuxième qui démobiliserait l'électorat, mais malgré ces critiques, pas de contestation publique à attendre, ni de frondeurs en nombre. Marine Le Pen sera désignée demain candidate officielle pour 2022, comme si de rien n'était. Seul suspense, tout relatif, qui de Louis Alliot ou Jordan Bardella prendra la présidence par intérim du mouvement. Cela penche plutôt pour Jordan Bardella, un choix pour s'éloigner de l'appareil à la rentrée pour Marine Le Pen et tenter de relancer une dynamique vraiment grippée avant la présidentielle. Merci beaucoup. Benjamin Duhamel, donc à Perpignan avec Sarah Durand pour suivre ce congrès du Rassemblement national. Ce week-end, avec nous en plateau, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Bonjour Philippe. Bonjour. Il y a aussi l'hypothèse de la candidature d'Éric Zemmour que certains souhaitent. Est-ce que ça ne montre pas finalement aussi une certaine fragilité de Marine Le Pen et de son parti? Oui, c'est comme un voile, un nuage au-dessus du ciel de Perpignan. Alors, ça ne veut pas dire forcément que Éric Zemmour sera candidat. Et d'ailleurs, on ne sait pas sur quel positionnement, quel parti, quelle promesse. Donc, ça ne veut pas dire que une candidature d'Éric Zemmour menacerait Marine Le Pen ou les chances de Marine Le Pen d'arriver au second tour. Mais le fait même que pour une partie des Français, une partie des gens qui partagent un certain nombre d'idées de Marine Le Pen, l'hypothèse de Zemmour existe, en tout cas que la question se posait, révèle une faiblesse de Marine Le Pen. Au fond, comme le disait Benjamin Duhamel il y a un instant, ce syndrome Poulidor, cette idée que malgré d'une certaine manière des victoires idéologiques de leur point de vue, il n'y a pas forcément de conséquences de victoire politique et qu'il y a, alors certains appellent ça un plafond de verre, en tout cas un doute sur la capacité de Marine Le Pen à arriver au pouvoir. Et ce doute nourrit effectivement des hypothèses comme celle d'Éric Zemmour et nourrit aussi des interrogations sur la stratégie à force de se recentrer, de se normaliser. Finalement, quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, mais peut-être d'autres demain apparaissent plus abrasifs, plus directs. Et paradoxalement, et c'est ça qui est intéressant quand on regarde les sondages sur Éric Zemmour, c'est qu'ils attirent un électorat des Républicains, par exemple, un électorat venu de la droite plus traditionnelle, qui jusqu'à présent semble rétive ou largement rétive à Marine Le Pen. Et donc il y a ce paradoxe où Marine Le Pen, à moins d'un an de la présidentielle, ne sait pas sur quel pied danser, sur quelle stratégie elle va pouvoir engager et créer une dynamique pour la présidentielle, car comme le disait Benjamin à l'instant, elle sort de ces régionales sans la dynamique qu'elle appelait de ses voeux. Merci Philippe Corbet. On entendra probablement ce qu'en pense Marine Le Pen demain, puisque le congrès de Perpignan se poursuit encore demain. Ce sera à 15h à suivre en direct sur BFM TV. On aperçoit les images, c'est une manifestation contre l'extrême droite qui se déroule à Perpignan également. Aujourd'hui, voilà les images donc avec notamment des drapeaux, vous le voyez, de la CGT. Un nouveau féminicide a eu lieu à Bordeaux. Une jeune femme de 31 ans, mère d'une petite fille de 4 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau par son ex-conjoint. Ce dernier a été placé en garde à vue. Il était connu pour des faits de violence conjugale. Guillaume Barqui. Cette voisine que nous avons croisée apprend la nouvelle par une amie à la fenêtre. Moi, je suis sous le choc là ce soir. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire plus. Un peu plus tôt, à 10h moins le quart du matin, des policiers ont été appelés par un témoin qui a entendu les cris d'une femme. Cette autre voisine, Nicole, nous raconte. La police courait dans tous les sens pour essayer de voir dans quelle maison les cris avaient été donnés. Le corps de Sandra, 30 ans, est retrouvé dans le salon de sa maison, touché notamment au cou à l'arme blanche. Les habitants du quartier la connaissaient depuis son arrivée en janvier. Très vite, elle se confie à sa voisine Nicole. Elle est en train de se séparer de son compagnon Michael F., né en 1984. Déjà condamné 6 fois pour des faits de stupéfiants et d'infractions routières, il était sous contrôle judiciaire depuis le 29 juin pour avoir harcelé Sandra par message téléphonique. Il était soumis depuis à des mesures d'éloignement et à une obligation de suivre des soins. Il venait ici, tourner, il n'avait pas droit de s'approcher de Sandra. Hier après-midi, elle est venue ici et elle m'a dit « ça a l'air de s'apaiser », que ça avait l'air d'aller mieux. Michael F. a été interpellé hier vers midi par les policiers d'élite du RAID dans son appartement de Mérignac. Hier soir, il était toujours en garde à vue pour homicide par conjoint.
Et il s'agit là du 58e féminicide depuis le début de l'année, selon les associations de défense des droits des femmes. Dans l'actualité également, au moins 43 personnes sont portées disparues après le naufrage la nuit dernière d'un bateau qui transportait 127 migrants au large de la Tunisie. C'est ce qu'a annoncé un responsable du Croissant Rouge tunisien. 84 migrants ont pu être secourus. L'embarcation était partie des côtes libyennes. 14h20 dans l'actualité également, l'Elysée accueille ce week-end la 2e édition de la grande exposition du fabriqué en France. 126 produits made in France sont exposés dans les jardins, les salons et la cour d'honneur du palais. Un climatiseur, une cloche à pain en passant par un kayak. Écoutez ces visiteurs. C'est vachement intéressant de faire ça surtout au palais avec le contexte actuel et de mettre l'accent sur le Made in France. L'idée c'était de venir voir les entreprises justement qui sont des entreprises françaises et qui font des créations, des produits Made in France, de montrer aux enfants toutes les dernières innovations, voir voilà, tout ce que notre pays est en mesure de produire sans avoir besoin de le faire à l'étranger. Il y a plein de produits en effet qui donnent envie d'acheter. C'est toujours bien de savoir les produits français qu'on fabrique, bien sûr, chez nous. Je suis venue pour voir l'Elysée aussi, magnifique décor, et on n'a pas l'occasion souvent d'y rentrer. Du sport, à présent, il n'a que 20 ans, il s'appelle Arthur Germain et c'est le fils d'Anne Hidalgo, accessoirement. Et regardez, il poursuit actuellement en direct avec ces images son incroyable aventure, descendre à la nage les 784 km de la Seine depuis sa source jusqu'à l'estuaire du Havre. Il est parti le 6 juin avec son kayak, vous le voyez, qui pèse plus de 100 kg. Et actuellement, Arthur Germain est à Alfortville, ce début d'après-midi. Il doit arriver à Paris, sur les quais de la Seine, au centre, vers 14h30. Au niveau du port des Célestins. Et il sera accueilli d'ailleurs justement par sa maman, donc Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et nous suivrons tout cela avec Antoine Forestier, qui sera sur un bateau suiveur donc pour suivre la suite de cette aventure. 784 km au total de traversée de la Seine pour Arthur Germain. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ces glissements de terrain impressionnants au Japon à cause de pluies torrentielles. Une partie de la ville d'Atami a été dévastée par des coulées de boue géantes. Vous voyez ces images extrêmement impressionnantes. Il y a à cette heure au moins 2 morts et une vingtaine de disparus.